Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode de notre randonnée en philosophie consacrée au sophiste Protagoras. Protagoras est né à Abdère, tout comme Démocrite d'ailleurs, et selon certaines sources, non seulement il se connaissait, mais le premier aurait même peut-être travaillé pour le second. Mais comme pour la plupart des autres penseurs de cette époque, les certitudes biographiques dont on dispose à propos de Protagoras sont fort minces. Et cette rencontre entre le premier matérialiste et Protagoras, si elle est en effet tout à fait possible, n'est néanmoins pas avérée. Protagoras est donc né à Abdère, il est né vers 490 avant notre ère, et il serait mort en 420. Il est probable qu'il soit d'origine modeste et qu'il ait d'abord exercé une activité manuelle avant de se tourner vers la philosophie. Protagoras est sans doute le premier de ces philosophes que l'on appelle les sophistes. Et si on les appelle ainsi, c'est que ces gens, comme l'étymologie du terme sophiste l'indique, aspirent à la vérité, à la sagesse, et plus précisément même la possèdent. Comme je l'ai dit précédemment, le philosophe est celui qui recherche la vérité, qui recherche la connaissance. D'une certaine façon, le sophiste est un philosophe qui affirme l'avoir atteinte, qui affirme la détenir. On ne sait pas exactement combien ils étaient, ces sophistes, peut-être une petite dizaine, peut-être un peu plus, mais les trois plus célèbres sont assurément Protagoras d'abord, mais aussi Gorgias et Hippias, qui doivent tous les trois leur célébrité non pas malheureusement à l'originalité de leur théorie philosophique, mais plutôt à Platon, qui les mettra en scène dans des dialogues qui portent par ailleurs leur nom, et dans lesquels il les critique de façon impitoyable. J'y reviendrai. À la différence de beaucoup de philosophes de cette époque, les sophistes ne font pas partie d'une école. Ce sont des philosophes individualistes, provenant d'un peu partout. Protagoras vient d'Abdère, c'est-à-dire du nord de la Grèce. Hippias, quant à lui, provient de l'ouest de la Grèce, tandis que Gorgias est né en Sicile. Ils viennent donc d'un peu partout, mais c'est à Athènes qu'ils vont jouer un rôle majeur dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Un rôle majeur intellectuellement, car ils vont notamment influencer de nombreux auteurs, comme par exemple le grand poète Euripide, mais aussi politiquement. Si c'est à Athènes et non ailleurs que les sophistes vont travailler et avoir beaucoup de succès, ce n'est pas un hasard. En effet, c'est à Athènes qu'apparaît progressivement la démocratie au 5e siècle. Ce nouveau régime politique, dont le nom signifie littéralement le pouvoir du peuple, ne correspond pas à l'idée que l'on se fait aujourd'hui de la démocratie. En effet, à Athènes, la démocratie ne concerne que les citoyens athéniens, ce qui, en vertu de la définition que l'on donne alors de la citoyenneté, exclut de la communauté politique les femmes, considérées comme d'éternels mineurs, les esclaves, qui sont regardés comme des biens plutôt que comme des êtres humains, mais aussi les étrangers et les métèques, c'est-à-dire les Grecs originaires d'une autre cité qu'Athènes. On est donc loin de notre conception actuelle de la démocratie. Une des particularités de cette démocratie athénienne est qu'il s'agit d'une démocratie directe, c'est-à-dire un système politique dans lequel n'importe quel citoyen peut prendre la parole. Et donc, la parole, le langage devient quelque chose d'essentiel. Mieux je m'exprime, mieux je peux convaincre quelqu'un de quelque chose. Mieux je maîtrise le langage, plus je peux avoir d'influence, de pouvoir, de maîtrise sur les choses et sur les gens. Et c'est dans ce cadre que les sophistes entrent en scène. Ce sont des personnes très cultivées qui vont insister sur la dimension pragmatique du langage. Parler, c'est agir sur autrui. Le langage peut être un instrument de persuasion, un instrument de domination, une véritable arme. Parler, c'est agir, c'est persuader, c'est convaincre, c'est séduire, et ça peut être mentir aussi. À cet égard,
on peut voir les sophistes comme des professeurs d'éloquence, des professeurs qui apprennent à leurs élèves les différentes techniques de l'argumentation, des maîtres de rhétorique, c'est-à-dire des spécialistes de l'art de convaincre par le discours. Ce sont des professionnels du savoir, et à ce titre, on peut considérer que tous les profs actuels sont les héritiers des sophistes, puisque ceux-ci ont été les premiers dans la civilisation occidentale à se professionnaliser dans la transmission du savoir. Les citoyens athéniens, une fois qu'ils disposent de cette technique rhétorique, sont armés pour exercer leur droit de parole dans la vie politique de la cité, mais aussi pour se défendre ou pour attaquer lors des nombreux procès qui avaient lieu dans cette démocratie toute particulière. On comprend donc que les sophistes vont avoir beaucoup de succès, puisque chaque citoyen voudra posséder les armes qui lui permettront de faire entendre sa voix de la manière la plus efficace possible et qui lui permettront aussi, le cas échéant, de gagner un procès. Les sophistes, et plus particulièrement les meilleurs des sophistes, seront très recherchés et ils deviendront fort riches, car ils avaient en effet la particularité d'être des professeurs qui se faisaient payer, parfois très cher, pour leurs leçons. Ils se font payer pour enseigner les techniques et les recettes d'un discours qui doit éblouir et émouvoir par la beauté du style et qui doit convaincre par l'ingéniosité de l'argumentation. Ce sont d'une certaine façon des mercenaires de la philosophie qui sont au service du plus offrant et qui donnent à leurs élèves les armes permettant de gagner, que ce soit à l'occasion de procès judiciaires, de joutes politiques ou encore lors de débats plus savants. Indifférente à la vérité, la rhétorique peut donc être considérée comme une technique intellectuelle orientée vers le succès. C'est un outil au service des intérêts de celui qui l'emploie, une véritable science de l'efficacité. Le but poursuivi, c'est le rendement, c'est le résultat. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons, toutes les astuces du langage sont bonnes. L'objectif des sophistes est d'armer leurs élèves pour tous les conflits de pensée ou d'action dont la vie sociale et politique peut fournir l'occasion. Leur but est de donner la possibilité d'utiliser au mieux la puissance de la parole, de leur faire acquérir l'éloquence et l'habileté verbale qui les rendra maîtres des assemblées éblouis par leur bagout, par leur force de persuasion, par leur tchatch. Il s'agit d'apprendre à discuter et à critiquer, à argumenter quelle que soit la thèse, à former un discours cohérent toujours plus fort, à faire triompher leur point de vue, à devenir des maîtres de la parole, des virtuoses du langage, des champions de la persuasion. Car l'éloquence est un art avec une dimension esthétique tout autant qu'elle est une arme. On peut l'utiliser pour de bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises. Il suffit de se rappeler que les plus grands dictateurs, Hitler, Mussolini ou encore Castro, étaient des orateurs très puissants. Sur le plan des valeurs, les sophistes représentent le passage d'une éducation aristocratique fondée sur la naissance, c'est-à-dire que les enfants, et plus particulièrement les fils de bonne famille, recevaient une instruction de qualité, à une éducation intellectuelle payante. L'hérédité n'intervient plus, et il suffit, si on peut dire, d'être riche pour pouvoir s'offrir une bonne instruction. On ne peut pas exactement parler de démocratisation du savoir, puisqu'il faut avoir les moyens financiers de se l'offrir, mais au moins, la connaissance et l'instruction cessent d'être réservées à la classe sociale aristocratique. Parmi les différents sophistes, le plus célèbre, le plus recherché, et donc sans doute aussi celui qui est devenu un des plus riches, c'est Protagoras. On raconte en effet que ces leçons étaient extrêmement chères, leur prix correspondant plus ou moins aux sommes demandées aujourd'hui par les plus grands conférenciers. Les sophistes ne faisant pas partie d'une école philosophique, il est compréhensible qu'il existe donc des différences parfois sensibles entre les théories qu'ils vont professer les uns et les autres. Mais de façon générale, on peut aussi observer entre eux un certain nombre de points communs qui vont nous permettre, en nous intéressant plus particulièrement à Protagoras, comme on va le faire ici, d'avoir une idée relativement précise
de la façon dont ils ont influencé la société athénienne par leur travail et par leur conception philosophique. Et philosophiquement, Protagoras est considéré comme le premier relativiste. Le relativisme peut se définir comme étant la thèse selon laquelle la connaissance, et donc la conception de la vérité, ainsi que les valeurs morales et esthétiques varient selon les individus, selon les époques, selon les sociétés. Le relativisme désigne ce qui est relatif, et le relatif s'oppose à ce qui est absolu. Ce qui est absolu reste valable pour tout le monde, toujours et partout. Une vérité mathématique comme 2 et 2 font 4 possède un caractère absolu. Par contre, un jugement esthétique, comme par exemple les peintures de Howard Hodgkin c'est de la merde, ou alors un jugement moral comme il est bien de tricher à un examen de philosophie, ne possède pas un caractère absolu, mais plutôt un caractère relatif. Ces deux affirmations pourront varier selon le point de vue des individus, selon le lieu ou la société dans laquelle ils se trouvent, ou selon l'époque à laquelle ils vivent. Il existe également un relativisme culturel, une notion qui intervient notamment en anthropologie, puisque le chercheur essaye idéalement de suspendre ou au moins de mettre entre parenthèses sa propre culture afin de comprendre au mieux les croyances et les pratiques culturelles des autres peuples dans leur contexte propre. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, j'ai consacré une vidéo à ce thème, vidéo dont vous trouverez le lien ci-dessous en description. Mais revenons à Protagoras. Celui-ci se préoccupe du relativisme épistémologique, c'est-à-dire le relativisme qui concerne les notions de connaissance et de vérité. Selon lui, les notions de connaissance, de vérité, sont relatives. Elles sont relatives au point de vue, au lieu ou à l'époque envisagée. C'est ce qu'il affirme dans cette célèbre phrase « L'être humain est la mesure de toute chose ». Cette phrase signifie qu'il existe autant de visions du monde que de perspectives possibles, c'est-à-dire d'individus, aucune vision du monde ne pouvant prétendre à être totale, commune à tout le monde, conforme à la réalité et donc vraie. Elle signifie aussi qu'il existe autant de simples opinions que de récits sensés, constitués par chacun selon ce qu'il a vécu, mais qu'aucune histoire ne peut prétendre atteindre un sens définitif, total, supérieur, vrai. À propos de chaque événement, il y a toujours plusieurs récits possibles, plusieurs interprétations possibles, et sur toute personne, il existe toujours plusieurs opinions défendables. Autrement dit, l'être humain est la mesure de toute chose signifie que seules les apparences constituent la réalité. Ce qui m'apparaît comme vrai est vrai. Pour les amateurs, ce relativisme épistémologique est assez fréquemment illustré au cinéma, avec des films dans lesquels certaines scènes sont montrées successivement sous plusieurs points de vue différents. On peut citer par exemple Pulp Fiction de Quentin Tarantino ou encore Elephant de Gus Van Sant. Puisque la vérité dépend du point de vue, puisque ce qui m'apparaît comme vrai est vrai, tout autant que ce qui t'apparaît à toi comme vrai, il n'existe donc pas de vérité absolue. Il n'existe pas de vérité objective, mais seulement des vérités subjectives. L'être humain est la mesure de toute chose. C'est à partir du point de vue de ce que perçoit chaque être humain que le vrai et le faux prendraient leur définition. La vérité est relative. La vérité étant relative, il n'y a donc rien d'absolu, rien d'objectif, et le relativisme mène alors à un certain scepticisme. Aucune vérité définitive, absolue, objective ne peut être connue. Le relativisme de Protagoras ne se limite pas aux notions de connaissance et de vérité. En effet, si le vrai et le faux sont relatifs au point de vue, aux individus, aux différents lieux et aux différentes époques, c'est aussi le cas pour le bien et le mal. Concernant la morale,
Protagoras adopte ici aussi une attitude relativiste. En voyageant, il a pu constater d'énormes différences dans la façon de juger les mœurs, les coutumes, les lois des différents pays et même des différentes cités grecques, aboutissant à un relativisme moral. La morale n'est qu'une affaire d'opinion, parce que tout jugement moral est invariablement tributaire de la culture, du peuple et de l'époque auquel on appartient. Ici encore, l'être humain est la mesure de toute chose. Enfin, le relativisme affiché par Protagoras aboutit assez logiquement à un agnosticisme en ce qui concerne l'existence des dieux. Des dieux, écrit Protagoras, je ne peux rien dire, ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, Protagoras et Démocrite sont les premiers philosophes agnostiques, sans que l'on puisse dire avec certitude lequel des deux a affiché cette conception en premier. Ce relativisme et cet agnosticisme seront assez controversés, et on accusera les sophistes notamment de vouloir bouleverser l'ordre social de la cité. Pour faire court, ce qui choque et ce qui est perçu comme une menace pour la société athénienne, c'est leur relativisme radical. La vérité absolue n'existe pas. La vérité n'existe pas, et du coup, la seule chose qui est importante, c'est que mon interlocuteur croit que c'est vrai. Si j'arrive à trouver les bons arguments, je parviendrai à le convaincre que ce que je dis est la vérité, même si ce n'est pas le cas. Ce relativisme menace aussi la justice, dans la mesure où les lois n'ont pas de valeur absolue. Ce sont juste des règles créées par les hommes d'une société. Et si on voyage, si on va ailleurs, dans une autre société, on constate en effet que les lois sont différentes. Alors pourquoi faudrait-il respecter telles règles et ne pas en respecter d'autres ? Enfin, leur relativisme et leur agnosticisme menacent aussi la religion. Pourquoi devrais-je croire à un dieu grec et ne pas croire à un dieu égyptien ? Je n'ai finalement jamais vu ni l'un ni l'autre. Et allons même plus loin, en définitive, les dieux ne sont-ils pas simplement des inventions humaines ? Ces différentes conceptions choquent énormément les Grecs, qui se sentent menacés dans leurs croyances et dans leurs valeurs, et les sophistes ont d'ailleurs régulièrement été attaqués en justice. Comme on le voit, Protagoras et les sophistes se détournent des recherches cosmologiques et métaphysiques pour se focaliser sur l'être humain. Ce faisant, Protagoras déplace le centre de gravité de la philosophie vers la question de l'humain, du langage et de la connaissance. On dira que Protagoras fait littéralement descendre la philosophie du ciel sur la terre. Pour être honnête, on dira exactement la même chose de Socrate. Dans le dialogue qu'il a d'ailleurs intitulé Protagoras, Platon compare le sophiste à Prométhée, dont le mythe est bien connu et dont il donne dans ce texte une version particulière. Dans un sens courant, le mythe de Prométhée est admis comme une métaphore de l'acquisition de la connaissance par les êtres humains. L'analogie avec Protagoras est évidente. Tandis que Prométhée fait descendre le feu et les techniques du ciel sur la terre, le sophiste fait quant à lui descendre la philosophie, c'est-à-dire la connaissance du ciel sur la terre. Plutôt que de s'interroger sur des problèmes métaphysiques, transcendants, Protagoras centre toute sa réflexion uniquement sur l'humain. Et à ce titre, on peut voir en lui un précurseur de l'humanisme. Très vite et pendant très longtemps, Protagoras et ses amis sophistes ont souffert d'une réputation détestable. Le nom même de sophiste, qui signifie littéralement savant ou spécialiste de la connaissance, est rapidement détourné de son sens premier et devient synonyme de possesseur de faux savoirs. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un que c'est un sophiste, on veut dire que c'est un charlatan, un bonimenteur, quelqu'un qui cherche à tromper en utilisant des paralogismes et des faux raisonnements. De même, dans notre vocabulaire actuel, le terme sophisme désigne un raisonnement vicié, un faux raisonnement
qui paraît séduisant mais qui n'a que l'apparence de la vérité. Comme l'écrit l'auteur et philosophe suisse Amiel, la dangerosité du sophisme tient dans son apparence de vérité, dans le fait qu'il semble, à première vue, au premier abord, tout à fait vraisemblable, tout à fait juste. Le responsable, celui qui a tout fait pour que les sophistes soient moqués, méprisés, c'est Platon, qui, dans plusieurs de ses dialogues, va les critiquer de façon virulente. Mais que leur reproche-t-il ? Pourquoi tant de haine de la part de Platon à l'égard de ces philosophes, à l'égard de ces professeurs qui enseignent à leurs élèves les techniques d'argumentation et d'éloquence ? D'abord, ce que Platon reproche aux sophistes, c'est de se faire payer. Platon est un aristocrate, il dispose de rentes qui lui permettent de vivre sans travailler. Et comme certaines personnes assez fortunées pour se permettre de mépriser l'argent, Platon reproche aux sophistes, qui sont pour la plupart issus de la classe moyenne et qui ont besoin de travailler pour vivre, de faire payer, parfois fort cher, leur enseignement. Pour Platon, faire de la philosophie un objet que l'on peut acheter, faire de son enseignement une activité mercantile, ça représente un véritable crime contre l'esprit. Et il n'hésite pas à comparer les sophistes à des prostituées. Tandis que celles-ci marchandent leur corps, ceux-là monnaient leur connaissance. D'un autre côté, Platon leur reproche également de mettre la connaissance et le savoir à disposition de tout un chacun. En effet, pour peu qu'on les paye, les sophistes instruisent et forment n'importe qui, lui permettant ainsi d'envisager, le cas échéant, l'accès à des fonctions politiques ou sociales importantes dans la cité. Pour Platon, l'aristocrate, offrir ainsi le savoir et la possibilité d'accès au pouvoir ou tout venant, ou non noble, c'est quelque chose de dérangeant. Politiquement, on pourrait dire que, pour utiliser une terminologie actuelle, Protagoras et les sophistes sont des démocrates, des hommes de gauche, qui pensent que toute personne doit avoir la possibilité d'accéder aux plus hautes fonctions, ce qui n'est pas du tout la conception défendue par Platon, constituerait beaucoup plus à droite sur l'échiquier politique et qui défend au contraire une conception plus élitiste du pouvoir. Enfin, et ici Platon utilise un argument moral, la rhétorique utilisée et enseignée par les sophistes peut constituer une arme dangereuse, puisqu'elle permet à tout un chacun de persuader n'importe qui de n'importe quoi, au détriment de la morale et même de la vérité. Grâce à la sophistique, grâce à la qualité d'arguments soigneusement choisis, grâce à une certaine manipulation des raisonnements, grâce à l'éloquence, grâce à l'esbrouf, on peut faire paraître le vrai faux, le faux vrai, le juste injuste, l'injuste juste, le bien mal et le mal bien. Ceci dit, Protagoras et les sophistes méritent bien mieux que le mépris dans lequel on les tient enfermés depuis plus de 2000 ans. Il est grand temps en effet de les réhabiliter, il est grand temps de les voir tels qu'ils auraient dû traverser l'histoire de la pensée. Loin d'être seulement de riches bavards capables d'argumenter sur tout et n'importe quoi, les sophistes sont des philosophes dont l'originalité n'est plus à démontrer. Ce sont des penseurs dont les conceptions relativistes et sceptiques résonnent même de façon très actuelle. Ils ont ouvert des perspectives dans les domaines philosophiques et scientifiques, notamment avec l'émergence du doute propre à leur scepticisme, et ils ont ainsi très probablement influencé des auteurs comme Montaigne et Descartes, par exemple. Et puis, leur acharnement à se préoccuper uniquement de l'être humain et d'une de ses caractéristiques, le langage, peut sans doute faire penser que tout l'humanisme de la Renaissance, qu'on découvrira avec Érasme de Rotterdam, est déjà contenu en germe dans les conceptions de Protagoras et de ses amis sophistes. On peut les voir aussi, d'une certaine manière, comme des sortes d'avocats avant la lettre, dans la mesure où, que ce soit chez les sophistes ou chez les avocats,
La véritable question n'est pas celle de la vérité, mais bien celle de la crédibilité. L'essentiel, c'est toujours d'apporter des arguments convaincants et de les livrer avec éloquence pour persuader et gagner. Enfin, ce sont des professeurs qui essayent de former au mieux l'esprit de leurs élèves afin qu'ils deviennent des personnes accomplies, capables de réfléchir et d'argumenter, capables de raisonner et de critiquer, et rien que pour ça, on peut considérer que tous les enseignants d'aujourd'hui sont d'une certaine façon les héritiers des sophistes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à mon habitude, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici en dessous, en parcourant ces quelques livres ou encore en regardant ces quelques films.